Nos résultats financiers sont la conséquence de notre mindset. Tout ce que nous gagnons aujourd'hui, tout ce que nous avons comme résultat aujourd'hui, si ça nous plaît, ça veut dire qu'on a un bon mindset. Si ça ne nous plaît pas, ça veut dire qu'on a un problème avec notre mindset. Et en réalité, ça veut dire qu'il faut qu'on aille essayer de reconstruire à ce niveau-là. Bienvenue à notre émission Vivre libre, passionné et heureux. En rappel, cette chaîne Sérénité Financière 365 a été créée pour vous aider, vous, les cadres en milieu de carrière, à prendre le contrôle sur l'argent et surtout à pouvoir vivre libre, passionné et heureux. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter l'épisode numéro 4 dont le thème est « Comment fixer et dépasser vos objectifs financiers avec le modèle MEDRA ». Alors, parlant d'objectifs financiers, c'est un sujet qui revient assez souvent et de manière globale, on parle souvent d'objectifs. Il y a des grandes discussions par rapport à la fixation d'objectifs, mais aujourd'hui, nous allons l'aborder en étant assez précis par rapport à la fixation d'objectifs financiers. Alors, il y a quelques semaines, avec des amis, on échangeait sur les résultats financiers qu'on pouvait observer chez la plupart des intrapreneurs en milieu de carrière. Alors, on a observé qu'il y avait globalement deux grands groupes. Il y avait un groupe de ce qu'on pouvait appeler les 5%, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes, 5% de personnes qui se détachaient complètement de la majorité et avaient des résultats financiers exceptionnels. De l'autre côté, il y a un deuxième groupe qui était constitué de 95%, qui en général, soit ils survivent, soit sont légèrement au-dessus de la survie, ou peut-être dans ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Et la question qu'on se posait, c'était pourquoi il y a cette grande différence? Les avis étaient partagés, chacun donnait ses arguments à lui. Mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller chercher un peu plus? Parce qu'il y a souvent des statistiques qui sont partagées, mais parfois il faut les soutenir avec des études qui sont assez solides pour la question. Donc voilà. Et pour répondre à cette question, pour approfondir un peu cette question, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il est important de fixer des objectifs? Des objectifs professionnels peut-être, c'est vrai, mais aussi des objectifs financiers. Parce que tout cela revient à cette question. Est-ce que les 95% et les 5% sont au même niveau en matière de fixation d'objectifs? C'est un peu comme si les gens se retrouvent une dizaine d'années ou une vingtaine d'années après avec un certain nombre de résultats. Est-ce que c'est accidentel ou c'est intentionnel? D'où la question de s'intéresser à la fixation des objectifs. Et pour le faire, je suis allé regarder un peu une des études les plus célèbres sur la question, qui est une étude conduite par les experts de la Harvard Business School sur les objectifs. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une promotion des diplômés de Harvard Business School, la promotion 53. Ils sont venus les interviewer autour des années 70 pour savoir si, au moment où ils sortaient de l'école ou après être sortis de l'école, ils avaient fixé des objectifs. Alors, voici ce que donnent les résultats. On s'est rendu compte, on est en 70, n'est-ce pas? On parle de la promotion 53. En 70, on se rend compte que seulement 3% de la promotion de 53 avaient effectivement défini des objectifs. Non seulement ils avaient défini des objectifs, mais les objectifs étaient spécifiques, mais également ils étaient écrits. Alors, 13% n'avaient pas défini d'objectifs, avaient défini d'objectifs autant pour moi, mais ils n'étaient pas écrits. Et 84% n'avaient pas du tout défini d'objectifs. Alors, on les suit pendant 30 ans. Les experts reviennent les voir en 1983, c'est-à-dire à peu près 30 ans après qu'on leur ait posé la question la dernière fois. Donc, j'allais dire à peu près 23 ans, j'allais dire, parce qu'ils étaient de la promotion 53. On les a interviewés pour la première fois en 70. Maintenant, on revient à peu près un peu plus de 20 ans après, 23 ans après, pour leur demander, pour mesurer à peu près les résultats financiers qu'ils ont pu avoir. Alors, les résultats nous révèlent que les 3% qui avaient des objectifs financiers et professionnels assez clairs et écrits avaient une richesse cumulée qui dépassait celle des 97%. Je reprends. Les 3% des personnes qui interviewaient en 1970 avaient des objectifs clairs, précis et écrits. 23 ans plus tard, en 1983, avaient une richesse cumulée qui dépassait celle des 97%. Ça veut dire ceux qui avaient des objectifs financiers non écrits et les 84 qui n'avaient même pas du tout d'objectifs, tout cela mis ensemble n'arrivait pas à la même fortune que les 3% qui avaient les objectifs spécifiques et écrits. Alors, je pense que là, on a une indication très claire sur la puissance des objectifs.
Vous voyez, 3% des personnes qui savent exactement où elles vont peuvent se retrouver après à gagner et à accumuler de la richesse beaucoup plus que 97% des personnes qui, on pourrait le dire, ne savent pas où elles vont. Donc, on est plus surpris de voir qu'il y a deux groupes. Un groupe de ceux qui réussissent et un groupe de ceux qui ne réussissent pas. Une des différences fondamentales, c'est la capacité à définir clairement des objectifs, mais surtout à pouvoir les écrire. Donc, il est important, on est tous d'accord, important de pouvoir fixer les objectifs. Alors, s'il est important donc de fixer les objectifs, la question c'est, ceux-là ont essayé, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous autres, pourquoi est-ce que malgré les nombreuses actions engagées, nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs financiers? On essaye de travailler, on travaille très dur, on travaille 30 jours dans le mois, on travaille pendant de nombreuses années, on travaille 10 heures par jour, on travaille 60 heures par semaine parfois. Mais malgré tout cela, les années passent et les résultats financiers ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère. Beaucoup rêveraient bien, n'est-ce pas, d'avoir des résultats financiers comme les 3%. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que malgré ces efforts acharnés, on n'arrive pas à des résultats financiers qui soient conséquents? Alors, nous pouvons relever 3 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est que nous avons pu identifier, eh bien, c'est qu'on engage beaucoup d'actions. Et parfois, on engage beaucoup d'actions pendant trop longtemps, sans qu'il y ait une connexion entre les actions que nous engageons et notre plan de vie. En réalité, on essaie de travailler sur des actions pour pouvoir changer nos résultats financiers. Mais la vérité, c'est comme si j'avais 2 éléments qui étaient dans des directions opposées. Voici les actions que j'engage par rapport à mes résultats financiers. Voici la direction dans laquelle je mène ma vie. C'est dans des directions parfois opposées. Donc, si on ne ramène pas nos résultats financiers ou notre stratégie financière et patrimoniale avec notre plan de vie, malheureusement, on ne pourra pas arriver à quelque chose de significatif. Donc, le premier problème, c'est celui-là. Des gens travaillent, engagent beaucoup d'actions, mais en déconnexion totale avec leur plan de vie. Donc, il faut qu'on apprenne à mettre le qui. Qui est-ce que je dois devenir? Avant quelles actions je dois faire? Vous savez, une personne qui est suffisamment claire sur qu'est-ce qu'elle attend comme résultat financier, sur le fait qu'elle doit être une personne sans dette, sur le fait qu'elle doit être une personne à l'abri des problèmes d'argent, ça va déterminer automatiquement la façon dont elle va se comporter. Mais par contre, si j'engage une action pour économiser ici, pour créer un revenu secondaire, sans cohérence avec la personne que je suis en train de construire, je n'aurai pas les résultats que j'ai souhaités. Deuxième problème qu'on a relevé, il y a une très grande accumulation d'énergie négative. Et nous pouvons identifier 2 causes à cela. La première cause, c'est que, oui, nous essayons de travailler au quotidien. On a des challenges, n'est-ce pas? Si vous êtes un entrepreneur en milieu de carrière, c'est que vous êtes certainement avec 15 ans en moyenne d'expérience derrière vous, c'est que vous êtes à peu près autour de la quarantaine, voilà, on pourrait dire. Il y a quand même déjà un vécu. Mais en réalité, si je me lève le matin, au lieu que je me concentre sur ce que je vais faire aujourd'hui et ce que je vais faire dans les semaines et les mois à venir, j'ai le regard plutôt tourné vers le passé. J'ai un focus sur le passé. J'ai beaucoup de choses que j'ai essayées dans le passé qui n'ont pas marché. Forcément, ça va augmenter le niveau d'énergie négative. En fait, je vais me vider de mon énergie, celle dont j'ai besoin aujourd'hui pour être productif et celle dont j'ai besoin demain pour être productif, pour pouvoir simplement m'inquiéter sur le fait que les risques passés peuvent se reproduire une fois encore. Donc, la première chose, c'est que, la deuxième chose, comme j'allais dire, c'est que il faut qu'on arrête en fait d'accumuler cette énergie négative-là en enlevant notre regard sur le passé pour le ramener sur le présent et surtout le tourner vers l'avenir. Ça, c'est très important. Vous savez, la première chose qu'on peut simplement faire, c'est parfois être reconnaissant déjà de tout ce qu'on a. Même quand on me dit qu'on n'a pas des résultats financiers à la hauteur de ce qu'on veut. Est-ce que vous savez que la santé, c'est un des plus grands résultats financiers? Le fait qu'on ne soit pas en train de dépenser des sommes, des fortunes pour pouvoir se soigner veut dire qu'on a déjà quelque chose de positif. Et d'ailleurs, celui qui est couché à l'hôpital maintenant n'a besoin que d'une seule chose, recouvrer la guérison, peu importe ce qu'il dépenserait comme fortune. Et la deuxième chose, vous savez, je vais peut-être représenter pour qu'on puisse bien voir. Globalement, il y a ce qu'on appelle ici notre cercle de préoccupation. Préoccupation. Et quelque part ici, il y a juste une petite zone qu'on appelle notre cercle d'influence. Il y a très peu d'actions dans la journée sur lesquelles je peux avoir le contrôle. Mais quand je suis dans cette zone-ci, je me sens encore avec plus d'énergie, je me sens au contrôle. Je peux travailler ici.
Mais quand je passe l'essentiel de mon temps dans cette zone de préoccupation, pourquoi? Parce que je suis focalisé sur des actions qui sont passées hier, qui sont passées la semaine d'avant, les années d'avant, et qui ont conduit au résultat dont je ne suis pas satisfait aujourd'hui. Mais si je me lève le matin, je pense au fait que je ne suis pas assez bien payé. Je pense au fait que j'aurai encore des problèmes d'argent. Je pense à tout ce que j'ai comme souci, comme stress financier. Je vais me vider de mon énergie avant même d'être sorti de la maison. Donc, c'est important de revenir ici et dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans cette petite zone qui est sous mon contrôle. Si je m'inquiète aujourd'hui de l'inflation, de la montée des prix, de l'essence, de la montée des prix des denrées, est-ce que je peux agir là-dessus? Non. L'inflation, ce n'est pas moi qui détermine l'inflation. Les taux d'intérêt, ce n'est pas moi qui les détermine. Par contre, ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre en main mes finances personnelles, pour commencer à organiser mon budget, pour commencer à discipliner mes finances, ça, c'est dans la zone qui me permet de ressentir en fait que je grandis sur le plan de mes finances. Donc, au lieu d'être dans cette zone-là, je vais commencer à me projeter dans un futur qui va être radieux, rêver, au-delà des préoccupations, je vais commencer à rêver en regardant le futur et aller au-delà des blocages que je peux avoir. Le troisième problème qu'on peut relever, c'est le fait surtout qu'on a des objectifs qui ne sont pas assez spécifiques. Vous voyez, tout à l'heure, l'étude nous a révélé que les 3% de personnes qui avaient des objectifs précis et des objectifs écrits ont pu accumuler la richesse que 97% n'ont pas pu accumuler. Donc, le troisième problème qu'on a chez la majorité d'entre nous, c'est qu'on a des objectifs financiers. Je veux gagner plus d'argent, je veux avoir des revenus secondaires. Ça reste très vague. Je vais pouvoir acquérir une maison, ça reste vague. Je vais acquérir une voiture, ça reste très vague comme objectif. Alors, pour être assez spécifique et surtout aller vers la capacité à pouvoir rédiger nos objectifs, j'ai souhaité qu'on partage en fait les éléments du modèle MEDRA. Alors, comme on peut le dire, le modèle MEDRA, c'est un modèle qui va nous aider pas à pas à définir les différents éléments. Donc là, je dis, c'est le modèle MEDRA. Mais la vérité, c'est que nos objectifs financiers, très souvent, sont concentrés dans ce qu'on appelle EDRA. En fait, ce que nous observons comme résultat financier, en réalité, c'est la partie EDRA. Et quand je parle d'objectifs spécifiques, je voudrais vous poser la question maintenant. Si je vous posais la question, en termes d'épargne, est-ce que vous pouvez être assez spécifique sur ce qu'il vous faut pour pouvoir être à l'aise, être financièrement serein? Si je vous posais la question, quelle est la situation de vos dettes? Quelle est la situation idéale de vos dettes que vous souhaitez? Quelle est la situation à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois, et ainsi de suite? Est-ce que vous pourrez me dire quelque chose? Si je vous posais la question en termes de revenus, quels sont les revenus que vous avez maintenant? Quels sont les revenus que vous essayez d'atteindre? Que ce soit en montant, que ce soit en nombre de revenus, que ce soit en type de revenus, est-ce que vous serez capable de me répondre? Et maintenant, si je vous posais également la question pour terminer, en termes d'actifs, comment se présentent vos actifs en ce moment? Est-ce que vous pourrez me répondre? Alors, quand ce n'est pas assez spécifique, ça restera général, le temps va passer et malheureusement, on n'aura pas suffisamment de résultats. On n'aura pas d'avancée suffisamment remarquable. Alors, je voudrais prendre point par point. Au niveau de l'épargne, dire que j'essaie d'être assez spécifique veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je commence à me poser la question. Quel est le niveau d'épargne que je souhaite avoir dans X temps, dans 3 mois, dans 6 mois, ainsi de suite. Donc, on aura un thème de montant. Mais également, si vous suivez ce que nous essayons de partager comme connaissance, notre modèle nous dit l'épargne doit évoluer de manière graduelle, n'est-ce pas? La première chose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une épargne de premier secours. Peut-être que mon premier objectif tout de suite là, c'est de mettre en place l'épargne de premier secours dont je parle souvent, du montant de 500 000 pour parer aux urgences. La deuxième étape peut être de relever cette épargne de premier secours pour la mettre à l'épargne de sécurité, pour la sécurité financière, donc qui va être jusqu'à 3 mois de mes dépenses courantes. Ça peut aussi être un pourcentage de mon revenu que je souhaite allouer automatiquement à l'épargne. Donc, il faudrait que je sois assez spécifique. Et je veux me dire, si j'ai des projets à long terme, si à long terme je vais acheter une maison, acheter une voiture, investir pour l'école de mes enfants, est-ce que je peux définir des différentes épargnes en fonction de ces projets-là et commencer aujourd'hui, peut-être 5 ans à l'avance, peut-être 10 ans à l'avance, à épargner. Donc, quand je parle d'épargne, l'épargne pourra représenter ces différentes formes-là, ces différents types d'épargne et couvrir ces différents objectifs. Je dois être assez spécifique par rapport à ma vie. Le deuxième objectif à définir avec spécificité, ce sont les dettes. Quand je parle des dettes, je vais vous inviter à aller revoir l'épisode numéro 2 que nous avons publié récemment.
l'épisode numéro 2 était consacré essentiellement aux dettes. Je ne vais pas revenir avec trop de détails sur les dettes, mais on y a parlé des différents types de dettes, on y a parlé de comment pouvoir éliminer les dettes. Peut-être que ça peut faire partie d'un de vos objectifs, mais alors, quels sont les types de dettes que vous souhaitez accepter? Vous avez déjà peut-être appris à avoir des dettes, mais mesurer vos objectifs financiers peut être par exemple de dire, dans 2 ans, je vais être avec 0 dette de consommation. Peu importe le niveau de dette où je suis aujourd'hui, je dois me dire, voici où je vais être dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois. Peut-être que je vais éliminer les dettes de consommation, rester seulement avec les dettes de logement. Peut-être que les dettes de logement aussi qui sont au-delà de mes capacités, je vais pouvoir les ramener dans mes capacités pour que la mensualité, par exemple, de remboursement soit entre 25 et 35% si je suis propriétaire. Voilà. Le troisième élément, il portera sur les revenus. Quels sont les revenus que je souhaite avoir? Est-ce que les revenus que j'ai maintenant, est-ce que je les ai parce que j'ai travaillé? Si oui, quel est le montant de revenus que je souhaite avoir en travaillant? Quel est le montant de revenus que je souhaite avoir de mes investissements? Voilà. Quelles sont les différentes natures de revenus que je vais avoir? Les revenus de mes investissements, qu'on appelle souvent des revenus passifs, quelle est la proportion qui couvre actuellement mes dépenses mensuelles? Qu'est-ce que je souhaite avoir comme même résultat dans 6 mois, dans 12 mois, dans 5 ans? Vous avez la possibilité devant vous de pouvoir tracer de manière spécifique ces différents résultats-là. Pas seulement de les décrire dans votre esprit, mais d'être spécifique, comme on le dit là, et de pouvoir écrire. Le quatrième élément de vos résultats financiers sur lesquels vous pouvez travailler, ce sont les actifs. Alors, je vais vous dire également, on n'est pas obligé de travailler tout à la fois. On doit aller de manière progressive dans l'ordre tel qu'on l'a mis là. Les actifs, quels sont mes actifs aujourd'hui? Qu'est-ce que je me donne comme objectif d'acquisition d'actifs? Peut-être que je n'ai pas d'actifs aujourd'hui, peu importe. Je peux même décider de ne pas avoir d'actifs tant que je n'aurai pas assis, en fait, une certaine épargne, tant que je n'aurai pas mes dettes sous contrôle. Peut-être plus tard, je vais remettre l'acquisition d'une maison ou d'un véhicule. Mais voilà, globalement, si on est assez spécifique et si on prend le temps d'écrire ces objectifs-là, on a quand même de la chance de pouvoir aller dans la bonne direction. Alors, maintenant qu'on a décidé de changer, maintenant qu'on a compris comment on le fait, il y a un élément dont je n'ai pas forcément expressément parlé ici, c'est le M. Et le M, là, il est dans le mindset parce qu'en fait, nos résultats financiers sont la conséquence de notre mindset. Tout ce que nous gagnons aujourd'hui, tout ce que nous avons comme résultat aujourd'hui, si ça nous plaît, ça veut dire qu'on a un bon mindset. Si ça ne nous plaît pas, ça veut dire qu'on a un problème avec notre mindset. Et en réalité, ça veut dire qu'il faut qu'on aille essayer de reconstruire à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlais de comment travailler d'abord sur la personne que nous voulons devenir. Bien souvent, ce que les gens font, on essaye de définir nos objectifs par rapport à ce que nous voulons posséder, n'est-ce pas? Voilà, je me définis, je me valorise par rapport à ce que j'ai. Je me valorise encore également par rapport à ce que je fais. Est-ce que tu sais qui je suis? En réalité, quand je dis « est-ce que tu sais qui je suis ?» je dis « est-ce que tu sais ce que j'ai? Est-ce que tu sais ce que je fais ?» Mais en réalité, je parle rarement de qui je suis. Et le qui je suis là va déterminer en réalité, au plus profond de moi, ma façon de penser, ma façon de ressentir, ma façon d'agir. Donc, il y aura des choses importantes à pouvoir déconstruire dans notre mindset si nous voulons avoir des résultats financiers qui soient en réalité différents. Ça revient au premier point dont j'ai parlé tout à l'heure, de mettre le qui avant le quoi. Le qui je vais devenir va nous aider à savoir comment cette personne se comporte avec les différentes rubriques qu'on a ici. Alors, comment faire différemment? Maintenant qu'on a compris comment faire différemment, je voudrais citer ici Einstein, qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Si jusqu'ici, j'ai fait un certain nombre d'actions, j'ai travaillé dur et j'ai eu des résultats dont je ne suis pas fier, si je continue à travailler de la même façon, chaque jour aller travailler 8 heures, dépenser de la même façon, passer du temps à penser à accumuler les mêmes pensées négatives, être avec les mêmes personnes et m'attendre que du jour au lendemain, mes résultats financiers changent, ça veut dire que c'est moi qui ai un problème dans mon mindset. Donc, on ne peut pas faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. La deuxième chose, c'est que, et qu'Einstein dit encore, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Donc, vous voyez, tout revient encore là. J'ai un problème au niveau de mon esprit. En fait, c'est un peu comme si j'avais une imprimante 3D à qui je donnais des instructions à partir de mon esprit
et je lui demandais d'imprimer ma maison, d'imprimer ma voiture, d'imprimer tous les biens que j'ai dans ma vie. Si je ne suis pas content de ce que l'imprimante 3D imprime, le problème n'est pas l'imprimante. Le problème, c'est le logiciel qui en fait tourner l'imprimante qui va donner l'impression, qui va imprimer ce que j'ai comme résultat financier. La maison que j'aurai, les revenus que j'aurai, les dettes que j'aurai, l'épargne que j'aurai ne seront que la résultante du programme qui est dans mon esprit. Donc, j'ai vraiment besoin de changer pour pouvoir avoir des résultats financiers qui soient différents. Donc, pour bien commencer, on doit commencer dans notre esprit. On doit commencer à travailler sur nos attitudes. On doit commencer à travailler sur notre identité. Et travailler sur ces éléments-là doit nous amener à remettre en cause un certain nombre de croyances limitantes que nous avons. Nous avons des contraintes que nous nous sommes imposées. Nous pensons que dans notre famille, il n'y a personne qui a déjà atteint ce niveau de résultat, donc nous ne pourrons pas les atteindre. Il faudrait qu'on commence en réalité avec la fin en tête, mais en commençant aussi dans la tête. Et la meilleure façon de le faire, c'est de lever les contraintes qui nous empêchent de rêver et de réfléchir. Il faut qu'on soit capable, vous qui me regardez en ce moment, de vous projeter dans 5 ans, de penser que les 5 prochaines années seront les 5 plus belles années de votre vie et de projeter à quoi ressemblerait votre vie dans 5 ans. Vous libérez votre esprit, votre mindset, il va ouvrir un champ de possibilités pour que les résultats financiers puissent être différents. Et donc, pour moi, c'est le point numéro 1 pour pouvoir effectivement changer. Le point numéro 2, c'est de dire, oui, je sais déjà où je vais aller et je préfère représenter ça de manière visuelle. Vous savez, si on ne sait pas où on va, il va être difficile de pouvoir imaginer. Alors, me voici ici aujourd'hui. Je suis ici. Je ne suis pas content de mes résultats et je vais me retrouver ici. C'est moi 2.0 là. Alors, ce que Einstein dit, je ne peux pas continuer à raisonner comme je raisonnais ici pour arriver là. Je vais arriver ici, mais il va falloir que je fasse un travail d'abord en termes de mindset pour monter au niveau de pensée de celui qui est ici et ce sera beaucoup plus facile de venir là. Pour que je puisse faire ce shift là, j'aurai 3 choses à changer globalement comme on l'a vu aujourd'hui. J'aurai d'abord, premièrement, l'identité. On a parlé de la personne que je vais devenir avant de voir la personne, avant de voir les actions que je vais pouvoir mener, n'est-ce pas? On va voir comment je vais changer la façon de gérer mes actions. Comment désormais je gère mon temps et comment maintenant je gère mon argent. Alors, donc on aura une triple transformation qu'il va falloir mener pour partir de moi ici et arriver là en passant par une élévation en fait de notre schéma de pensée. Alors, maintenant que j'ai bien élevé le schéma de pensée, je suis au même niveau de vibration, au niveau de pensée que celui qui mérite des résultats financiers dont je rêve dans ma vie. Qu'est-ce qui va me manquer? Ben, il va me manquer des aptitudes. Parce qu'il va falloir que j'ai des aptitudes pour pouvoir me construire la nouvelle identité qui va matcher avec la personne que je veux voir ici. Il va falloir que je travaille mes aptitudes à pouvoir être davantage productif, donc mieux gérer mon temps pour améliorer mes résultats. Il va falloir que je travaille mes aptitudes à pouvoir mieux gérer mon argent et le mettre véritablement au service de mon épanouissement. Alors, et c'est bien pour ça que nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle l'Académie de la sérénité financière. Pourquoi? Parce que bien trop souvent, les gens se concentrent seulement sur la partie aptitude financière. Et d'ailleurs, beaucoup parlent d'intelligence financière. Moi, je parle du quotient émotionnel financier. Il y a cette partie-là qui représente 80% du succès. Quand vous arrivez à savoir qui vous voulez effectivement devenir, ce chef de famille qui sera sans dette et qui va transformer les finances de sa famille et des générations qui viendront, vous allez raisonner différemment de celui qui sera à un niveau de vibration beaucoup plus bas. Donc, c'est important de pouvoir travailler avec des mains expertes pour pouvoir effectivement développer ces attitudes-là. Je vous invite on mettra la description de l'académie dans la description, le lien de l'académie autant pour moi dans la description, vous aurez l'occasion d'aller en savoir plus. Le troisième point, après avoir choisi de commencer avec la fin en tête, en sachant où je vais arriver, on a dit maintenant de travailler ses aptitudes sur le plan de ces 3 éléments en commençant par l'identité. Il va falloir qu'on ait les bons outils, n'est-ce pas? Les bons outils, c'est quoi? Vous pouvez être le meilleur menuisier qui sait concevoir, qui a du bois. Si vous n'avez pas les bons outils pour pouvoir transformer tout ce que vous avez comme matière première, ça ne sera pas facile pour vous d'aller rapidement au résultat. Et en termes d'outils, nous avons, pour ceux qui ont pu regarder par exemple l'épisode numéro 3, nous avons parlé de l'application de budget, mais c'est beaucoup plus large que cela.
Il y a l'application d'Akenzen Money qui va vraiment vous donner les outils qu'il faut. On a dit que le budget représente en quelque sorte la boussole que vous aurez sur le chemin pour savoir si vous avancez bien. On vous l'a mis et on le remet dans la description. Vous pouvez vous inscrire et utiliser le budget gratuitement. Vous aurez besoin de cet outil minimum pour pouvoir tenir sur le chemin. Il ne sera pas suffisant, mais il sera un très bon départ et de manière totalement gratuite. Le quatrième point que je voudrais mentionner dans la nouvelle façon de faire, dans la façon de faire différemment, c'est que j'ai le bon mind. Je commence avec la fin en tête. Je travaille mon état d'esprit pour pouvoir m'élever à ce niveau-là. Je travaille mes aptitudes, n'est-ce pas? Je développe de meilleurs outils. Maintenant, il va falloir que j'ai le bon plan, n'est-ce pas? C'est important d'avoir le bon plan parce que même si vous avez tous les autres éléments et vous n'avez pas le bon plan, il va être difficile de pouvoir avancer. Pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous savez, on a différents groupes. Si vous allez dans le groupe privé Facebook Sérénité Financière 365, vous allez voir le modèle à 6 étapes que nous enseignons parce que c'est le plan qui vous dit étape par étape qu'est-ce que vous allez faire. Encore une fois, il est à votre disposition gratuitement, que ce soit le groupe Facebook ou bien le groupe WhatsApp que nous avons. On a un modèle à 6 étapes. Et le bon plan, c'est de dire, pour que je sache que j'avance bien, pas à pas vers cette direction, vers cette personne que je vais devenir, qui aura la maîtrise de ses finances, on a 6 étapes. La première, c'est de prendre le contrôle d'abord, après qu'on ait pris le contrôle de son identité, de son mindset, c'est de dire, je dois éliminer les dettes. Pour éliminer les dettes, il faut se fixer une épargne de premier secours de 500 000. C'est la première étape. La deuxième étape, je commence maintenant à épargner. Tout ce que je gagne comme revenu, puisque vous en gagnez déjà, la priorité sera l'élimination de mes dettes. Je vais travailler. Et parfois, j'ai vu des personnes qui, en 2 ans, ont totalement transformé leurs résultats financiers, qui ont épongé les montants de dettes qui étaient auparavant inimaginables. Mais en 2 ans, avec un plan sérieux, on peut y arriver. Donc, c'est l'étape numéro 2. À l'étape numéro 3, vous travaillez votre capacité à épargner. Pourquoi? Parce qu'en fait, construire son avenir financier, construire les objectifs, c'est la capacité à répéter un certain nombre d'actions positives. La première de ces actions-là, c'est la capacité à épargner. Je recommande d'épargner au moins 10% de votre revenu mensuel. Ces 3 étapes constituent la fondation en fait, dont vous avez besoin dans votre plan. À 4e étape, vous allez commencer à vous intéresser à diversifier vos revenus. Vous voyez, bien souvent, les gens commencent à parler de revenus, investir dans le Bitcoin, investir dans l'agriculture, alors qu'en fait, les fondations sont fragiles. Les fondations financières, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de capacité à épargner, mais on veut aller investir pour augmenter de manière effrénée notre train de vie. Non. Pause. On fait d'abord, on assoit la fondation. Quand on veut construire une tour financière élevée, on assoit la fondation. Ensuite, on commence à diversifier les revenus. Et après, maintenant, à la 5e étape, on essaie de dire on a des revenus secondaires, mais maintenant on veut des revenus de plus en plus passifs qui vont ne pas nécessiter notre temps. Et quand on arrive à doubler ces revenus-là, quand on arrive à remplacer le salaire d'employé par le salaire de nos investissements, et quand on arrive à le faire 2 fois, on arrive ici au sommet, effectivement. Donc, c'est un parcours, on l'a dit. Si vous commencez ce parcours-là, vous dites que vous allez faire un voyage de 500 km tout de suite, vous allez peut-être vous décourager. Mais si vous dites que vous allez faire un petit voyage d'abord de 50 km, qui est peut-être de définir juste la première étape, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, il va être beaucoup plus aisé pour vous d'avancer progressivement vers ce résultat-là. Donc voilà le plan qu'il fallait. Alors, pour que tout cela se passe bien, vous avez le mindset, vous avez les bonnes aptitudes, vous avez les bons outils, vous avez le bon plan. Beaucoup de personnes commencent, mais abandonnent. Pourquoi? Parce que les amis qui sont dans votre quotidien vont vous ramener vers vos anciennes mauvaises habitudes. Il faudrait que vous soyez bien entouré. Il faudrait peut-être que vous vous sépariez de certaines personnes qui vous tirent vers le bas. C'est important. Il est important. Pour que vous avanciez, entourez-vous de personnes qui veulent vraiment progresser comme vous. Mettez à bord votre conjoint. C'est un voyage qui ne peut pas être fait seul. Asseyez-vous, parlez, stratégisez et planifiez avec votre conjoint. Choisissez 1 ou 2 amis qui vont être assez proches, avec qui vous allez vous challenger. Appartenez à une certaine communauté. Et d'ailleurs, la communauté Sérénité Financière 365 sur Facebook ou sur WhatsApp est à votre disposition pour que les personnes, de manière gratuite, puissent s'entraider à progresser. Ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent, par exemple, se faire accompagner par un mentor, par un coach et bien d'autres. Voilà. Mais la chose importante, c'est de ne pas rester seul. Il faut être bien entouré, il faut rester en communauté pour continuer à avancer. Donc voilà l'essentiel de ce qu'on avait à dire aujourd'hui pour vous aider vraiment à définir vos objectifs financiers et surtout même à les dépasser parce que vous allez avoir toute la motivation qu'il faut pour vous transformer, passer de la personne que vous êtes aujourd'hui à la personne qui a des résultats financiers dont beaucoup ne peuvent que rêver.
Alors, pour récapituler un peu notre échange, notre présentation de ce jour, on a commencé par relever le fait qu'il y avait deux catégories de personnes. Une catégorie dont les résultats étaient exceptionnels. Au départ, j'ai parlé de 5%. Et l'étude de Harvard est venue nous montrer qu'en réalité, par rapport à leur échantillon, 3% des personnes qui avaient des objectifs clairs et écrits avaient, 23 ans plus tard, des résultats financiers qui dépassaient ceux des 97%. Donc, il est important, il est primordial de définir des objectifs financiers écrits. Deuxième chose, nous sommes intéressés à savoir pourquoi est-ce que ce que nous faisions, travaillant aussi dur que nous le faisons, on n'arrivait pas à de meilleurs résultats financiers. On a vu qu'il n'y avait pas un alignement entre notre plan de vie et nos résultats financiers, qu'il fallait travailler à aligner les deux. Deuxième chose, on a vu qu'on accumulait beaucoup d'énergie négative parce qu'on pensait beaucoup au passé et on pensait à notre zone de préoccupation. Au lieu de revenir dans notre zone d'influence, penser au présent, penser au futur. Être reconnaissant pour le présent et penser au futur. Troisièmement, les objectifs financiers n'étaient pas assez spécifiques. Et à travers le modèle MEDRA et particulièrement la partie EDRA, on a vu qu'il fallait être capable de définir spécifiquement en termes d'épargne, de dette, de revenus, d'actifs, qu'est-ce que nous voulons exactement en termes d'objectifs financiers et de pouvoir l'écrire. Quatrièmement, nous nous sommes dit, ok, maintenant qu'on a compris tout cela, on va reprendre tout à zéro de manière différente, n'est-ce pas? On ne va pas reprendre, comme Einstein le disait, reprendre la même chose et attendre des résultats différents. Non, on va changer. Et pour bien changer, on commence à se projeter à la fin en disant, qu'est-ce que nous voulons à la fin? Et quel est l'état d'esprit qui va nous permettre de nous libérer pour aller au résultat que nous envions à cette personne-là? On a vu qu'il faut commencer à travailler sur ses attitudes, travailler sur son identité et se libérer des contraintes pour pouvoir rêver. On a également vu que quand on l'a fait, il faut qu'on travaille à développer nos aptitudes. C'est important d'acquérir les bonnes aptitudes financières. C'est vrai qu'il y a 80% qui viennent des attitudes, mais il y a un 20% qui va déterminer le fait qu'on puisse avancer. Il y a les aptitudes qui viennent, il y a les bons outils qu'on doit être capable d'avoir, il y a le bon plan qui nous dit étape par étape, qui peut nous guider de pouvoir avancer. Et il y a le fait que nous soyons bien entourés par notre conjoint, par la communauté autour de nous, des mentors et des coachs. Donc voilà globalement les points clés. Ce que je peux dire, c'est que vraiment le modèle MEDRA, il est utile, il est important. Mais j'ai une question à vous poser avant qu'on sorte d'ici. Est-ce que vous êtes réellement engagé à transformer vos résultats financiers ou bien vous êtes juste intéressé? Et la réponse à cette question déterminera quels seront vos résultats financiers dans 5 ans. Posez-vous cette question devant un miroir et dites-vous, est-ce que je suis vraiment engagé ou je suis juste intéressé à pouvoir transformer mes résultats financiers? Donc voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aurons l'épisode numéro 5. Et pour vous accompagner à mettre en œuvre ce que nous avons commencé à annoncer aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille sur nous, n'est-ce pas? On a vu que l'identité était un point essentiel. Et j'aurai une invitée de marque la semaine prochaine. Et on va travailler, on va échanger sur comment mettre en place un plan de croissance personnelle. Alors, ne ratez pas l'épisode prochain. Dans l'intervalle, je vous invite à liker, à commenter et à partager la présente publication pour aider des amis, des frères qui n'ont pas l'occasion d'avoir accès à ce contenu. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.